Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Alexandre Delval, essayiste et consultant français, spécialisé dans les questions de sécurité internationale, de terrorisme et de relations géopolitiques. Il analyse les conflits mondiaux en mettant l'accent sur les enjeux idéologiques, religieux et stratégiques. Monsieur Delval, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire un point sur la situation mondiale, globale. Ces dernières semaines, il y a eu de nombreux incidents, une nouvelle fois, un peu partout dans le monde, qui montrent quand même un embrasement progressif des mentalités et aussi des tensions qui existent déjà. Alors pour commencer, dans un premier temps, alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah persistent, malgré un cessez-le-feu très fragile, est-ce qu'on assiste, selon vous, dans ce conflit, à une guerre impossible à stabiliser? Non, rien n'est impossible parce que tout d'abord, le régime iranien n'est quand même pas heureux de tous ces bombardements. C'est pas non plus un plaisir de voir des infrastructures abîmées et ça pourrait être encore pire. Également pour le peuple iranien. En ce qui concerne Trump, il n'a aucun intérêt à s'enliser et à ce que son camp perde les midterms, voire par voie de conséquence, peut-être les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle. Donc il y a quand même une volonté de trouver un accord, mais le problème, c'est que quand vous avez eu beaucoup de morts et qu'il y a eu des campagnes de bombardement qui ont débordé aussi sur des cibles civiles, Mm. peu importe d'ailleurs que des ennemis se cachent dans des hôpitaux ou dans des écoles, parce que pour la perception qu'a le peuple iranien, même si les Israéliens et les Américains disent que c'est souvent pour frapper, comme à Gaza, des gens qui se sont cachés dans des lieux civils, pour les civils, ça revient au même, puisque des civils sont morts. Donc le problème, c'est un peu comme en Ukraine et avec la Russie, plus il y a de morts, plus on a l'impression que les gens devraient céder. Mais c'est l'effet inverse qui arrive. Plus il y a de morts, plus il y a de gens qui veulent venger les morts, et plus les radicaux arrivent au pouvoir. Dans une situation de guerre, on n'a jamais des bisounours qui arrivent au pouvoir, Mm. peut-être des années après. Mais pendant la belligérance, c'est plutôt une tendance à la polarisation et à la radicalisation. Donc même si les deux partis Trump, parce qu'il est pressé et sa boussole à lui, c'est le cours du pétrole qui a monté un petit peu le galon aux États-Unis. Il commence à monter. C'est pas énorme. On a connu pire, mais c'est pas très très bon pour les consommateurs. C'est peut-être bon pour les compagnies pétrolières américaines. Bon, ça, elles sont bénéficiaires, mais pas forcément pour et pas du tout pour les consommateurs. Trump est pressé pour des raisons électorales, de popularité. Son camp est fracturé. Quand on dit le MAGA est contre la guerre, c'est plus compliqué que cela. Il y a une partie du MAGA qui est pro-guerre. La guerre contre l'Iran est quand même une constante de beaucoup de républicains, avec le lobby évangélique derrière, qui est encore plus puissant que le lobby juif américain sur la volonté de défaire l'Iran, le lobby évangélique protestant, qui est sioniste, mais qui est protestant et parfois encore plus à cheval là-dessus. Donc le MAGA est très divisé entre les pro-guerre et les anti-guerre. C'est pas que des anti-guerre le MAGA. J'entends souvent dire ça. Non, ça dépend quel MAGA. Make America Great Again. Effectivement, l'aile dure est tout à fait contre cette guerre et M. Trump a perdu beaucoup d'appui, notamment chez ceux qui sont à la marge, pas le Sénat, mais le MAGA non élu et non administratif, les blogueurs, les influenceurs, les Carlson et compagnie. Donc voilà, tout le monde a intérêt à négocier, mais après des milliers de morts, on n'a pas les mêmes dispositions. Et il y a aussi une question de fierté, d'orgueil national, ne pas avoir l'air de capituler. Il faut que les deux soient mécontents, comme on dit dans l'immobilier. En italien, je suis à Rome en ce moment, les Italiens disent souvent dans l'immobilier, bisogna che tutti siano scontenti. Il faut que tout le monde soit mécontent. Mais pour que tout le monde soit mécontent, c'est-à-dire que chacun fasse des concessions pour arriver à quelque chose, il faut que chacun mette un petit peu son orgueil de côté et accepte de faire des concessions. Et même assez visiblement pour que l'autre puisse dire que il a sauvé la face.
Et Mm. aujourd'hui, les Américains, jusqu'à aujourd'hui, avaient une tendance à vouloir exiger ce qui ressemblait à une capitulation de la part de l'Iran, ce que le régime iranien ne peut pas accepter puisque ça pourrait avoir des conséquences sur sa propre survie. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, mais le pire n'est pas forcément certain, ça peut se calmer. Pour terminer sur cet aspect, la Chine est derrière le Pakistan. La Chine, c'est le grand allié stratégique du Pakistan contre l'ennemi commun indien. Islamabad accueille des pourparlers qui ont été plus ou moins tenus pour les premiers, plus ou moins annulés pour les deuxièmes. Il y a quand même eu, en dehors de l'annulation des grands négociateurs américains, il y a eu quand même des gens qui sont venus, qui discutent, qui n'arrêtent pas de discuter. Il y a aussi Oman, les Émirats, bien sûr le Qatar, mais bien sûr aussi la Russie. Donc la Russie et la Chine sont derrière l'Iran et les deux ont intérêt à ce que ça se calme. La Russie pour avoir l'air d'être un bon négociateur, maître des horloges. La Chine parce qu'elle a un intérêt stratégique à ce que le commerce continue de manière fluide. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que plusieurs acteurs régionaux et internationaux ont intérêt à un apaisement. Même les Américains n'ont pas intérêt à s'enliser trop longtemps dans le Golfe. Et pour terminer, parce que les drones iraniens peuvent continuer une guerre d'attrition qui épuise les batteries antimissiles américaines, qui risquent d'être encore plus puisées sur l'Asie, ce qui serait extraordinaire pour la Chine. Imaginez si les Américains continuent à rapatrier au Moyen-Orient des THAAD et des Patriotes, ça va manquer pour le futur conflit, qui n'est pas impossible, avec la Chine. Donc tout cela est extrêmement complexe, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes non pas dans une guerre internationale, mais dans une internationalisation du deuxième grand conflit après l'Ukraine qui oppose le camp occidental, surtout l'Amérique, et ce que j'appelle le groupe 2, le camp anti-occidental, Russie, Chine, Iran, Corée du Nord. Dans le cadre, le groupe 3, c'est le groupe des non-alignés ou des multi-alignés. Mais le groupe 1, occidental, et 2, anti-occidental, s'affrontent désormais par personnage, par acteur interposé. Ils s'affrontent déjà sur deux aires, l'Ukraine-Russie et Iran, pays du Golfe. Et un troisième front pourrait s'ouvrir à Taïwan. Et la visite de M. Trump en Chine pour aller voir Xi Jinping mi-mai s'annonce extrêmement stratégique. Il y a déjà des contacts. Et c'est pour ça, et là vraiment j'arrête ma réponse là-dessus, c'est pour ça que les bateaux qui amènent du pétrole ou même du gaz, hein, récemment on a vu des tankers de gaz qui sont passés, mais le pétrole iranien continue à ravitailler la Chine parce qu'il y a un dialogue aussi entre la Chine et les États-Unis et le blocus naval des ports iraniens par les États-Unis laisse passer des bateaux chinois ou des armateurs internationaux qui apportent du pétrole iranien à la Chine. Donc voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement complexe et belligène. Justement, est-ce que la visite aussi du chef de la diplomatie iranienne en Russie confirme un peu cette émergence d'un axe géopolitique structuré face à l'Occident? Je dirais pas l'émergence parce que les liens entre l'Iran et la Russie sont très anciens, Mm. au-delà même des régimes. Et cette n'est pas une alliance militaire, faut le dire pour nos auditeurs. La Chine, la Russie, l'Iran n'ont pas d'alliance militaire. Les BRICS encore moins, mais même l'Organisation de la coopération de Shanghai, l'OCS, n'est pas une alliance militaire. La seule alliance militaire qui unit la Russie en dehors de son territoire, c'est surtout avec la Corée du Nord. Il y a une alliance militaire en bonne et due forme, mais ces pays ont plutôt des alliances non contraignantes. C'est-à-dire que quand la Russie est en guerre contre l'Ukraine et contre l'OTAN directement, la Chine n'intervient pas directement. Quand l'Iran est en guerre, la Chine n'intervient pas directement et la Russie non plus. La Chine et la Russie n'ont pas un accord équivalent à l'OTAN avec l'Iran. Mais il y a une alliance politique, d'une coopération, un partenariat privilégié. Parfois, on parle de partenariat, d'amitié illimité entre la Russie et la Chine. Mais ces pays-là n'ont pas l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN. Donc, ce n'est pas une alliance qui est totalement belligérante, un pour un, tous pour un. Ce n'est Mm. pas l'équivalent de l'OTAN, ni même de l'article équivalent à l'article 5 qui est dans les textes, les traités européens. Mais par contre, il est vrai
qu'il y a une volonté de l'Iran et de la Chine de ne pas laisser gagner les Américains en l'espèce parce que tout le Golfe deviendrait un lac américain ou un lac occidentalo-américain. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt ni de l'Iran, mais ni de la Chine, ni de la Russie. Vous savez que toute la géopolitique anglo-saxonne, depuis 1904, la fameuse carte du Heartland, qu'on pourra peut-être montrer, le Heartland, c'est la Russie plus quelques pays d'Eurasie. Il faut tout faire pour que la Russie, le Heartland russe, n'accède jamais au Rhineland et aux mers chaudes, Méditerranée, mer Noire, d'où la guerre en Ukraine, et bien sûr Méditerranée et mer d'Oman, océan Indien et golfe arabo-persique. Donc on est dans la haute stratégie, la Chine et l'Iran, qui aujourd'hui forment le nouveau Heartland. La Chine avant était dans le Rhineland, maintenant elle est redevenue un pays du Heartland, et l'idée des Occidentaux, c'est encercler Russes et Chinois, les encercler avec la Turquie qui est membre de l'OTAN, que la Chine et la Russie essaient de faire venir dans le camp adverse. Donc c'est pour ça que M. Erdogan est très courtisé par tout le monde. Les uns veulent l'avoir dans le Rhineland pour encercler les Russes et les Chinois, et les Chinois et les Russes essaient de le faire bouger vers l'OCS et vers le Heartland. Vous voyez, il y a un énorme grand jeu. Et l'idée de la Chine et de la Russie, c'est de ne surtout pas laisser le Golfe aux sols américains et de faire en sorte que l'Iran, avec son écosystème et ses mandataires, les Irakiens, les Houthis, je dis mandataires parce que proxy, parfois c'est exagéré, les Houthis sont beaucoup plus libres vis-à-vis de l'Iran que ne le sont le Hezbollah ou certaines milices irakiennes. Mais disons que les milices irakiennes, jadis la Syrie, aujourd'hui le Hezbollah, pourquoi pas aussi le Hamas, même si c'est pas un vrai proxy, il est plutôt aidé, mais c'est pas un vrai proxy. Mais disons, l'axe de la résistance pro-iranien est très nécessaire pour les Russes comme pour les Chinois, puisque ça donne à l'Iran un contrôle partiel, un pouvoir d'influence et de nuisance dans tout le Golfe arabo-persique qu'ils ne veulent pas perdre, parce que ça leur donne un accès dans une zone que les Américains voudraient couper à ces deux acteurs du Heartland. Donc voilà où on en est. Mais ça ne veut pas dire que ça soit une belligérance. La Russie se frotte les mains, elle se pose même comme un médiateur, et la Chine également se pose en médiateur, parce que la Russie n'a pas intérêt à ce que l'Iran accède à l'arme nucléaire militaire. L'accord de coopération entre la Russie et l'Iran, avec Rosatom, l'entreprise leader mondiale du nucléaire civil, prévoit que la condition de cette coopération, c'est que l'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire militaire. Donc, en fait, les choses sont plus compliquées qu'on ne le croit. L'Iran et la Chine ne veulent pas aider, pardon, la Chine et la Russie ne veulent pas aider l'Iran à devenir une puissance militaire nucléaire. Ils veulent l'aider à avoir un pouvoir de nuisance, à avoir des missiles, des antimissiles, à avoir un contrôle relatif d'une partie du Golfe, mais sans devenir une puissance militaire nucléaire. Donc, pour conclure, la Russie et la Chine sont plutôt aujourd'hui, bien qu'étant alliés de l'Iran géopolitiquement, mais pas militairement, c'est pas une alliance de solidarité militaire, ils ont un intérêt à jouer aussi une pacification, c'est-à-dire la survie du régime, mais en poussant le régime à externaliser le nucléaire, l'uranium enrichi. Et depuis 2012 déjà, il y a des projets russes pour essayer de rapatrier en Russie une partie de l'uranium enrichi. La Russie se propose même encore ces derniers jours d'être un médiateur et de pousser l'Iran à externaliser en Russie l'uranium enrichi pour le désenrichir et pour le désenrichir jusqu'à un niveau de ce qu'on appelle l'enrichissement en dessous de 20% et même en dessous de 4%, un enrichissement qui servirait à l'énergie nucléaire civile et pas à faire la bombe. Donc aujourd'hui, si l'Occident est intelligent, l'Amérique surtout, eh bien, elle fait un deal avec les Chinois et les Russes pour maintenir ce qu'il reste du régime iranien en échange d'une coopération de l'Iran avec la Russie et la Chine pour désenrichir l'uranium. Alors bien sûr, ça ne plaira pas à ceux qui considèrent l'Iran comme un ennemi existentiel. Et bien sûr, si on se met à la place de l'acteur israélien, Israël n'a aucun intérêt à ce que le régime gagne quelques années et que dans quelques années, puisqu'il a 9 tonnes d'uranium enrichi, dans quelques années, l'Iran redevienne une menace qui est capable d'avoir
du nucléaire militaire, parce que la Chine et la Russie peuvent faire pression, peuvent faire abandonner l'uranium actuellement enrichi à 60 ou plus pour cent, mais la Russie et la Chine ne peuvent pas garantir que le régime iranien, dans une logique d'assurance vie, ne veulent pas un jour reprendre l'enrichissement de l'uranium à plus de 80% pour avoir la bombe nucléaire, si ce n'est pas déjà le cas d'une partie des 9 tonnes, puisque on connaît l'existence de 500 kilos, mais on ne connaît pas les lieux et le degré d'enrichissement des 8 tonnes 5 restantes. Donc l'Iran, dans tous les cas, soit il est totalement attaqué et totalement réduit à rien, ce que disait Trump, un anéantissement total, ce qui voudra dire une énorme crise économique, parce que l'Iran ne va pas mourir en se laissant faire gentiment. Si on veut véritablement empêcher ce pays d'avoir un programme nucléaire militaire et balistique et des mandataires proxy dans la région, les trois gros points de friction, et bien sûr réouvrir Hormuz, mais surtout les trois grands points, les missiles, les antimissiles, les proxys et le nucléaire, si on veut vraiment être certain que ce régime ne puisse pas avoir ce pouvoir de nuisance, il faut le raser, le détruire, et il faut envoyer beaucoup d'hommes et mettre le paquet, ce qui nécessitera des pertes et une représaille iranienne avant de partir, admettons, d'être vaincu, ce qui n'est pas certain. L'Iran va attaquer tous les pays du Golfe et essayer de obliger, parce qu'ils ne veulent pas pour l'instant, les Houthis à totalement bloquer Bab el-Mandeb et la mer Rouge. Ça veut dire que, comme le disent les Israéliens, il faut casser des œufs pour faire cette omelette. Hein. Les Israéliens veulent en finir avec ce régime, pas forcément le régime change, mais rendre ce régime incapable de nuire, ça nécessiterait d'aller beaucoup plus loin. Or, Trump, c'est pas le genre à aller jusqu'au bout. Il veut trouver des deals. Donc voilà le dilemme. Si on veut atteindre tous les objectifs israéliens et américains en même temps, il faut aller beaucoup plus loin avec beaucoup plus de dégâts pour l'économie mondiale, voire autre. Bah justement, si on prend le cas de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de conflits régionaux distincts ou est-ce que finalement tout ça a un lien direct comme un embrasement général des conflits dans le monde? Je ne dirais pas un embrasement général des conflits dans le monde, mais je dirais comme l'ancien pape François, c'est une des seules phrases d'ailleurs qu'il a dites que j'ai trouvé assez juste, comme quoi il ne faut jamais désespérer de personne, mais ce pape qui était un pape assez superficiel, communicateur, assez démagogue, mais un jour il a dit, il a créé une expression, la terza guerra mondiale a pezzi. Ça veut dire la troisième guerre mondiale. Pezzi, on peut traduire par morceaux. Il voulait dire par différents foyers. Ça ne veut pas dire partout. L'île Maurice, le Brésil n'est pas dans la confliction et n'a pas de risque d'embrasement. L'Inde non plus, sauf avec le Pakistan, et pour l'instant c'est un peu gelé. Non, il y a des foyers de tension, là où l'Occident et le groupe 2, hein, vous savez, le groupe 1 c'est l'Occident, même s'il est divisé, et le groupe 2 c'est Russie, Chine, Iran, Corée du Nord. Et ce groupe 2, le groupe que j'appellerais anti-occidental, a distingué des restes du BRICS. Hein, le groupe des BRICS a aussi des pays qui ne sont pas anti-occidentaux. C'est pour ça que quand on parle de BRICS, finalement, ça englobe des choses très très différentes. Le groupe 1 occidental s'affronte avec le groupe 2 totalement anti-occidental, que je distingue des BRICS, en Ukraine, en Iran, c'est les mêmes acteurs, américains d'un côté, sino-russes et autres, et aussi nord-coréens pour les munitions, et à chaque fois il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord aide la Russie en munitions, en missiles, ça, régulièrement depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, et la Corée du Nord aide également l'Iran pour les missiles, pour améliorer la portée des missiles, et même en munitions. Donc en fait, on a vraiment un axe qu'on peut appeler l'axe russo-sino-nord-coréen avec bien sûr solidaire de l'Iran. Donc on a deux foyers, Ukraine-Iran, où on a le groupe 1 occidental et le groupe 2 non occidentaux qui s'affrontent réellement. Mais le groupe 3, qui représente la majorité de l'humanité, toute l'Afrique, toute l'Amérique latine et une grande partie de l'Asie neutraliste ou amie de l'Occident, mais quand même qui joue son propre jeu, n'est pas dans cet affrontement. Donc ce n'est pas un embrasement général, c'est un embrasement de plusieurs foyers qui se multiplient. On est passé de un à 2, bientôt peut-être un troisième gros foyer. Ce sont les foyers où l'Occident, groupe 1, et le groupe anti-occidental 2,
ont le plus d'antagonisme, parce que les uns veulent contrôler ce que les autres veulent également contrôler. Et ça s'appelle un conflit géopolitique. La géopolitique, c'est une étude des conflits de pouvoir sur des territoires qui sont disputés de part et d'autre. Donc Hmm. plus qu'un embrasement général, c'est une déclinaison ou une multiplication ou une addition de plusieurs zones d'affrontement interposées entre le groupe 1 et le groupe 2. Eh ben pour terminer justement cet entretien, le journal Le Monde a publié un article en début de semaine qui affirme que les dépenses militaires mondiales étaient toujours en hausse et atteignaient maintenant 2900 milliards de dollars. Cette augmentation massive des dépenses militaires mondiales reflète-t-elle une logique de dissuasion ou la préparation concrète à un affrontement peut-être majeur? J'allais dire les deux, mon général, parce que quand vous augmentez partout les budgets militaires, c'est quand même souvent des phases de préparation de guerre. Mais il est vrai aussi, dans la théorie des relations internationales dites réalistes offensives, mieux vaut s'armer massivement, c'est le meilleur moyen de dissuader un ennemi de vous attaquer. Donc les deux sont vrais, mais il y en a pas un qui est plus vrai que l'autre, et on a des contre-exemples, hein. Ce qui prouve que l'augmentation générale des budgets militaires n'est pas forcément l'indicateur d'une guerre mondiale. Eh bien, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est quand certains pays ne se sont pas réarmés, comme la France, que le pays ennemi, avant la Seconde Guerre mondiale, s'est dit, c'est parfait. Il y a des pacifistes qui ont retardé l'armement en France et ailleurs. Eh bien, Hitler disait souvent dans des discours, j'adore les pacifistes puisqu'ils me permettent de mieux les attaquer. Un Hmm. autre exemple, il y a de fortes chances que la Chine attaque de manière, à mon avis, indirecte. Ce ne sera pas une guerre avec des hommes, une invasion terrestre, mais la Chine encercle de plus en plus Taïwan avec des navires. C'est pas récent, hein, c'est depuis déjà plusieurs années. Et la Chine encercle Taïwan au moment même où le parti majoritaire au Parlement, c'est pas connu, c'est un parti pro-chinois, le Kuomintang, dont la présidente était en visite à Pékin récemment, justement au moment où ce parti bloquait l'augmentation des budgets militaires. Hmm. Et on n'augmente pas assez les budgets militaires, alors que l'autre, l'ennemi, le prédateur, celui qui revendique votre territoire, l'augmente. Eh bien, il y a deux fois plus de chances qu'il y ait une guerre parce que, en général, un État préfère attaquer un pays quand il est sûr de gagner. C'est très rare ceux qui attaquent quelqu'un alors qu'ils sont sûrs de perdre. Et donc, on pourrait presque dire que le désarmement d'un pays quand les autres se réarment, c'est un petit peu ce qu'on appelle la faiblesse tentatrice. C'est comme un, excusez-moi l'allusion un peu triviale, mais un masochiste qui rencontre un sadique, ben, ils vont bien s'entendre. Le sadique est content d'avoir quelqu'un qui aime recevoir des coups. Et donc, c'est un petit peu pareil. C'est ce qu'on appelle le dilemme de sécurité en relations internationales dans l'école réaliste. Je dois m'armer assez pour que l'autre soit dissuadé de m'attaquer, et ça marche, puisque l'inverse a favorisé de nombreuses invasions, mais je dois m'armer de manière assez intelligente pour que l'autre, s'il n'avait pas d'intention de m'attaquer, n'ait pas l'idée de m'attaquer juste parce qu'il croit que je vais l'attaquer. Ça Hmm. s'appelle le dilemme de sécurité. C'est le véritable casse-tête en relations internationales qu'ont beaucoup analysé Stéphane Walt, John Mearsheimer, Kenneth Waltz, les grands stratèges de l'école dite réaliste, qu'elle soit offensive ou défensive. C'est en gros l'école du réalisme en géopolitique et en relations internationales qui est dominante à étudier en permanence le dilemme de sécurité. Je dois m'armer, car c'est le meilleur moyen de survivre et de maximiser ma puissance. Mais attention, si je suis dans l'hubris, que je veux trop maximiser ma puissance, l'autre, qui n'avait pas forcément l'intention d'aller en guerre, va analyser mon surarmement comme quelque chose qui est une phase avant qu'il m'attaque, et je vais l'attaquer avant qu'il soit trop armé. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. L'Occident va de plus en plus vers l'Est depuis des années. Poutine a averti l'Occident depuis 2007, attention, vous allez déséquilibrer quelque chose. Nous n'étions pas d'un mauvais esprit vis-à-vis de vous, nous voulions nous rapprocher de l'OTAN. Il y avait le partenariat OTAN-Russie depuis 1997, renouvelé à 2001, etc. Et vous, alors que nous nous sommes désarmés, nous avons baissé la garde, nous avons montré une volonté de se rapprocher de vous, vous étendez vos forces, vos bases secrètes, tournantes, fixes,
et vos guerres, Kosovo, etc., et vos ingérences, Révolution Orange, Euromaïdan, 10 ans plus tard, etc., vous n'arrêtez pas de montrer vos muscles et de maximiser votre puissance et vos systèmes d'armes de plus en plus près de chez nous, alors que nous étions dans une logique de réduction des armements. Morale de l'histoire, eh bien, nous allons attaquer l'Ukraine avant que vous preniez totalement l'Ukraine. Donc le risque d'un surarmement, c'est quand il n'y a pas de dialogue, quand on traite l'autre avec des noms d'oiseaux, quand on fait la diplomatie à la Hollande, je ne parle plus à Poutine, je ne parle plus à Bachar al-Assad, quand on se surarme et qu'en plus on ne parle plus à l'autre et il n'y a plus d'accord de désarmement réciproque, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que l'autre va devenir paranoïaque. Il n'y a même plus, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun traité pratiquement de la guerre froide et de l'après-guerre froide en vigueur. New START a expiré ces derniers mois à cause de la guerre en Ukraine qui a fait comprendre aux Russes qu'il n'y avait plus de confiance possible dans vous savez, dans le fait de montrer les avions stratégiques, les bombardiers stratégiques qui avaient été attaqués par les Ukrainiens dans la profondeur du sol russe. Ça a été analysé par les Russes par le fait que finalement, j'ai tort de faire confiance et de respecter un accord de contrôle des armes, s'appelle New START, puisqu'ils en ont profité pour attaquer mes avions que je montrais volontairement. Donc maintenant, on va tout cacher. Et puisqu'il n'y a pas de discussion, parce que nous sommes le diable et ils sont le diable, il n'y a plus d'accord de désarmement, il n'y a plus de dialogue stratégique. Et en plus, chacun se réarme, mais comme il y a moins de dialogue qu'avant et on n'a plus aucun échange de bons procédés, chacun va... Vous savez, c'est comme quand il y a un malentendu entre vous et quelqu'un que vous connaissez, moins vous échangez de visu et vous vous appelez, plus le malentendu grandit. Hmm. Voilà, j'ai voulu un petit peu parler de cette grande idée des relations internationales, le dilemme de sécurité. Donc, oui, tout le monde augmente les budgets militaires. Oui, ça peut calmer un prédateur quand vous vous armez, mais attention, si vous vous armez en diabolisant, en ne dialoguant plus et en traitant l'autre de tous les noms d'oiseaux, et en plus en lui faisant des sales coups et en violant des accords qui étaient en place, il va lui-même risquer d'attaquer avant d'être attaqué. Eh ben, Monsieur Delval, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous Merci. avoir partagé votre expertise. Et puis on espère vous revoir très prochainement sur Omerta. Avec plaisir. Et bien entendu, pour ceux qui veulent approfondir, je cite plus en détail ces théories des relations internationales dans les premiers chapitres de mon dernier livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, avec tous les noms des grands professeurs américains et des grands théoriciens des relations internationales qui ont développé beaucoup plus en détail, comme dans ces chapitres, ce que je viens de développer. Bien sûr, le lien de votre livre sera bien évidemment en description de la vidéo. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!